Elle a été pendant plus de 15 ans journaliste présentatrice du Journal du cinéma, incarnant Madame Cinéma sur Canal+, puis productrice et rédactrice en chef pour la télévision et la radio, France Télévisions, Arte, France Inter. Elle a créé l'association Cinéma pour tous en 2006, qui organise chaque mois dans plusieurs villes de France des projections débats pour les jeunes des quartiers prioritaires. L'association fait partie de l'Ascenseur, lieu d'innovation sociale dédié à l'égalité des chances. Elle est l'auteure de 2 documentaires, Génération Grand Bleu en 1994 et Les Aventuriers du Cœur en 1995, ce dernier documentaire étant consacré aux bénévoles engagés dans l'humanitaire. Elle a publié 8 livres, notamment sur le cinéma. Le dernier en date, Un trésor français, est sorti en 2021 aux éditions Fayard. Elle fut la directrice générale d'Unifrance Film de 2013 à 2019, en charge de promouvoir le cinéma français sur la scène internationale. Et de juillet 2019 à décembre 2020, elle a été présidente du comité stratégique du Pass Culture qui vise à étendre l'accès à la culture des jeunes en particulier. Mon invitée est aujourd'hui déléguée générale de la fondation BNP Paribas et responsable de la stratégie du mécénat du groupe BNP Paribas. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une personnalité vraiment engagée, Isabelle Giordano. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Isabelle, c'est comment est-ce qu'on passe du monde des médias à celui de la philanthropie, parce que ce sont quand même 2 choses très différentes. En fait, moi j'ai l'impression de faire le même métier avec des outils différents, presque le même métier. J'adore être journaliste, je pense que quand on l'est un jour, on l'est pour toujours, donc j'ai envie d'en parler encore au présent, même si aujourd'hui c'est vrai que je n'ai plus du tout de micro, d'antenne pour m'exprimer, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé mettre la lumière sur des gens qui agissaient, qui faisaient des choses passionnantes et qui faisaient des choses pour l'intérêt général et le bien commun. Et donc aujourd'hui, je ne fais pas seulement mettre la lumière et le coup de projecteur, mais je leur donne aussi du pouvoir. Je leur donne le pouvoir d'agir. Et c'est ce qui est formidable en fait avec la philanthropie, c'est qu'on a l'impression d'aider à améliorer un petit peu l'état de la société en donnant un certain nombre de moyens et d'outils à des associations. Donc l'engagement a toujours été dans ton ADN finalement. C'est un fil conducteur, on va dire, de ton parcours. Exactement, et je suis toujours un peu frappée quand j'entends des gens lire mon parcours comme je viens de l'entendre. Il manque des choses. Forcément. J'ai pas seulement été effectivement journaliste ou responsable de ceci ou responsable de cela, j'ai aussi été chômeuse à 2 reprises. Je suis une mère de famille. J'ai effectivement été très souvent une citoyenne très très engagée. Et s'il y a un fil conducteur, c'est vraiment celui de la passion des autres, le goût des autres et le goût de l'engagement. Et alors, tu es aujourd'hui déléguée générale de la fondation BNP Paribas. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de cette fondation? Quels sont ses grands combats? C'est une des plus anciennes fondations qui existent en France, une des premières fondations d'entreprise qui a été créée il y a plus en 38 ans. Voilà, on va bientôt fêter les 40 ans de la fondation d'ici 2 ans. Et c'est surtout une des plus importantes qui a la chance d'être bien dotée pour pouvoir agir dans 3 secteurs très différents, la solidarité, l'environnement et la culture. Et les priorités de cette fondation sont la jeunesse, les femmes, les réfugiés, et bien sûr un intérêt très fort et très marqué depuis plus de 10 ans pour la biodiversité et le climat, et un mécénat culturel qui a une particularité qui est de s'engager dans des secteurs qui sont très peu aidés, comme la danse contemporaine. Et j'ai envie de dire que le fil conducteur de ces 3 secteurs, de ce qui fait vraiment l'ADN de cette fondation, c'est l'innovation sociale. Choisir des associations, des acteurs du changement pour leur capacité à innover, à apporter quelque chose de plus dans leur volonté d'agir sur le monde. Donc l'innovation, la jeunesse font partie un petit peu des priorités de cette fondation, pour bien la décrire, pour faire une photographie un peu rapide en tout cas, parce qu'on fait beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, voilà la carte d'identité que je pourrais vous proposer. Et donc solidarité, environnement, culture, ce sont des thèmes très différents. La biodiversité, les jeunes des quartiers défavorisés ou la danse contemporaine, ce sont des causes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Est-ce que cela ne pose pas un problème une difficulté, on va dire, de lisibilité de l'action de la Fondation ? Non, parce qu'en fait, je fais le lien entre les jeunes des quartiers, entre des jeunes chercheurs, entre des jeunes artistes. À chaque fois, cette fondation a toujours cherché, c'est ce qui m'a vraiment intéressée quand on m'a proposé ce poste, à chaque fois on cherche à aider des gens qui sont des pionniers dans leur domaine, qui sont à l'avant-garde, qui essayent de trouver des solutions, mais en essayant d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau.
Donc du coup, effectivement, je crois que l'ennemi du mécénat, c'est l'éparpillement, c'est le saupoudrage. Exactement. Et quand on se fixe en fait comme outil principal pour travailler, en fait, j'ai bien sûr un papier, un crayon comme vous en ce moment même, mais j'ai surtout la volonté d'avoir de l'impact. Donc je travaille avec des outils qui me permettent de voir si toutes les actions, si chaque euro qui est dans cette fondation peut être utilisé à bon escient et avec un maximum d'impact. Donc l'impact est aussi au cœur de nos priorités et certainement un des marqueurs aussi qui fait l'ADN de cette fondation. Et si elle existe depuis si longtemps, si elle est reconnue comme étant une référence, notamment sur des grands sujets de société comme l'égalité des chances, je pense que c'est parce qu'il y a aussi ce souci d'impact. Et parmi les associations que vous soutenez, ou les associations partenaires, est-ce que tu as une association coup de cœur ? Alors, c'est toujours dur de demander ça. C'est très dur, oui. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à répondre dans le monde des fondations. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu, non pas des enfants, parce que ça serait un peu paternaliste de dire ça, mais c'est vrai qu'on les aide tous. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire qu'il y a toutes les associations qui aident la jeunesse, et je viens de là, puisque c'est vrai que quand j'ai créé il y a 16 ans une association qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Cinéma pour tous, il s'agit de montrer les films dans des quartiers défavorisés. J'ai voulu installer cette association à l'ascenseur, bien avant, enfin jamais j'aurais pu penser que j'allais un jour ou l'autre travailler pour la fondation BNP Paribas, mais c'est vrai que tout de suite j'étais vraiment fascinée par ce QG de l'égalité des chances qui s'occupait de la formation de la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, s'occuper des jeunes, c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant à faire quand on est dans le monde associatif. Pas seulement parce que c'est s'occuper de personnes qui sont dans leur passage à l'âge adulte, qui sont dans ce moment absolument clé, ce moment le plus important peut-être dans la vie de quelqu'un. C'est vraiment le moment où on fait des grands choix de vie. On dit que c'est l'âge des possibles, on dit que c'est l'âge effectivement où on peut aller vers la droite, vers la gauche, et tout ça peut être extrêmement décisif. Mais ce moment de formation est très important. D'autant plus que la formation, c'est plusieurs choses. Ça peut être effectivement permettre à un jeune de faire telle et telle étude, mais lui permettre aussi d'avoir droit à un épanouissement personnel, ou troisième possibilité, l'aider dans ses choix professionnels, donc ses choix d'insertion professionnelle. Donc il y a 1000 manières d'aider les jeunes aujourd'hui. À l'ascenseur, effectivement, ils peuvent choisir d'aller dans une association comme celle de Yannick Noah, Faites le mur, donc, ou d'aller vers l'éducation grâce à la culture, d'aller vers une forme d'épanouissement grâce à l'engagement citoyen avec l'Institut de l'engagement, de faire aussi, de profiter du mentorat avec des associations phares comme Article 1, Télémac, etc. Donc j'aime beaucoup, moi, cette manière d'accompagner, de tendre la main à des jeunes. Donc j'ai envie de dire que s'il fallait faire un choix coup de cœur, il serait porté vers la jeunesse, et j'ai envie de dire encore plus depuis le Covid, puisqu'on sait que parmi les populations qui ont le plus souffert, ceux qui ont vraiment eu les conséquences les plus pénibles suite au Covid, ce sont les jeunes et les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, une société qui ne s'occupe pas bien de ces jeunes, comme c'est parfois un peu le cas, on sait qu'il y a beaucoup plus de cas d'anorexie, de boulimie, on est en augmentation de 20%, on a une augmentation fracassante du taux de tentatives de suicide, ou tout simplement de gens qui sont vraiment dans un mal-être psychologique. Donc notre jeunesse française ne va pas bien. Elle est victime aussi de nombreuses inégalités scolaires à cause de notre système qui est le plus inégalitaire d'Europe. Donc aujourd'hui, s'occuper de la jeunesse, j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement un coup de cœur, c'est une forme de responsabilité. Quand on est une très grande entreprise comme BNP Paribas, c'est comme un devoir. On se doit de les aider, et j'ai envie de dire que c'est le devoir de nous tous, puisque une société qui n'est pas capable de s'occuper de sa jeunesse, elle va droit dans le mur. Donc aujourd'hui, c'est un choix de vie aussi que j'ai fait, de vouloir me sentir le plus utile possible au service de la jeunesse. Et alors, tu le disais, il y a un lieu qui s'appelle l'Ascenseur, en plein cœur de Paris, qui a vu le jour grâce au soutien de BNP Paribas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu dédié à l'égalité des chances, parce que tout le monde ne le connaît pas? Cet étage dédié à la solidarité, à l'accompagnement de la jeunesse, c'est un lieu de bouillonnement, l'Ascenseur. Moi, j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à venir le visiter un jour ou l'autre. C'est dans le 4e. C'est dans le 4e, à 2 pas de la Bastille. Et le lieu est symbolique, puisque ce petit génie de la Bastille, qui nous rappelle aussi les grands combats pour la liberté, pour cette devise républicaine qu'on aime tellement, liberté, égalité, fraternité, on essaye de l'incarner de manière très concrète, avec les associations. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont logées au sein de l'Ascenseur. Donc aujourd'hui, c'est un guichet unique, un carrefour, une manière d'aider tous les jeunes de France qui veulent trouver un avenir, qui veulent trouver un accompagnement. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Alors l'Ascenseur est à Paris, mais il va se délocaliser. On essaye l'essaimer, comme la formule marche bien. Au bout de 3 ans, on a vu son efficacité et son impact. Là aussi, on a vu qu'on pouvait
amené beaucoup de jeunes à avoir leur bac avec mention. Je prends juste le chiffre de Télémac, par exemple. C'est 93% des jeunes qui sont mentorés par l'association Télémac ont beaucoup plus de chances d'obtenir leur bac avec mention. C'est énorme. Donc du coup, on voit que ça marche bien. On a envie de les s'aimer. Il y a des villes qu'on a déjà un peu testées, comme Marseille, où pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai eu la chance d'être sur place avec Antoine Cyr, le directeur de l'engagement de BNP Paribas. On a pu installer un QG de l'égalité des chances au pied des quartiers nord, dans un lieu qui est formidable, qui s'appelle l'Épopée, qui réunit déjà tout un tissu associatif, des start-up sociales, etc., et beaucoup d'entrepreneurs à impact. Donc du coup, on s'est installé là, un mini-ascenseur en préfiguration d'un ascenseur Marseille qui arrivera d'ici quelques temps, et j'espère bientôt à Lille, à Lyon et dans d'autres villes de France. Alors c'est une transition parfaite avec ma question suivante, puisque ça c'est un constat que j'ai fait ces dernières années, c'est qu'encore trop souvent la politique RSE des groupes reste au siège, et pour les grands groupes, donc ça reste quelque chose d'assez parisien, ça se décline pas souvent en région, ou insuffisamment en tout cas. BNP Paribas a un maillage territorial très dense. Est-ce que la fondation BNP Paribas mène des actions en région? Est-ce que l'engagement de la fondation vit à travers les territoires? Oui, l'engagement est partout, et notamment dans chaque région de France. S'il fallait prendre un exemple, je pourrais prendre celui de Projet Banlieue, qui est un programme qui existe depuis 16 ans et qui permet à beaucoup d'associations dans toutes les villes de France, des associations qui œuvrent notamment pour le vivre ensemble, pour le soutien scolaire ou pour l'amélioration de la vie quotidienne, tout simplement dans les quartiers défavorisés et dans les zones rurales. J'insiste un peu là-dessus aussi. Et du coup, c'est un programme qui permet de fédérer et d'accompagner ces associations qui très souvent proposent des initiatives qui permettent vraiment d'animer un quartier. Depuis 16 ans, le programme a accompagné plus de 1000 associations. Il a fait ses preuves, et c'est vrai que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est pas seulement je crois qu'il y a à peu près 25 millions d'euros en fait, qui ont été distribués depuis 16 ans, mais c'est surtout montrer à quel point on vit dans une société extrêmement fragmentée. On l'a entendu de la bouche de Jérôme Fourquet et de beaucoup d'autres, mais je crois que l'une des solutions pour remettre un petit peu de lien entre les gens et faire en sorte que les quartiers n'explosent pas, c'est vraiment le monde associatif. Donc aider les associations, c'est vraiment aider à la cohésion sociale. Alors la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est comment rendre l'action d'une fondation efficace. Ma conviction en tant qu'ancienne directrice de l'engagement d'un grand groupe, c'est qu'il n'y a pas seulement les moyens financiers qu'on met quand on a une fondation, il y a aussi de vrais partenariats, de vraies rencontres avec les associations, des projets qu'on imagine avec ces associations, qu'on co-construit. Enfin, vraiment, moi, je vois ça comme un travail main dans la main. Il y a la logique de mécénat, mais la logique de partenariat est aussi indispensable. Comment tu vois les choses, toi ? Je vois les choses effectivement de cette manière-là. Le bon mécénat, c'est du partenariat et c'est aussi de la co-construction. L'idée, c'est d'apporter un soutien financier cher. L'idée, c'est vraiment d'apporter un soutien financier, mais pas seulement. Je pense que là encore, le mécénat, où on fait un chèque une fois par an et on se revoit quelques mois plus tard, c'est du mécénat à l'ancienne. Exactement. Aujourd'hui, surtout depuis le Covid, où il a fallu tellement aller plus vite, être plus efficace, être vraiment sûr que le gel hydroalcoolique allait aller d'un point A à un point B, les méthodes ont changé. Aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'associations qui accueillent des jeunes qui ont envie de s'engager, qui sortent de HEC, de Sciences Po, de toutes ces grandes écoles où effectivement, ils le disent haut et fort, ils ne veulent plus travailler en entreprise, mais ils ont très envie de donner quelques mois ou quelques années de leur vie dans ces associations. Donc ce monde est en train de changer depuis le Covid et il y a beaucoup plus d'efficacité parfois. Je vois aussi qu'il y a une notion qui est de plus en plus popularisée en France, c'est la notion de changement systémique, qui existe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, mais on se rappelle tous du proverbe « est-ce qu'il vaut mieux apprendre à pêcher ou donner du poisson ?» Donc de plus en plus de fondations, comme la fondation BNP Paribas, se disent on ne va pas seulement faire un chèque, on va surtout donner les moyens à chaque acteur du changement d'être justement un contributeur du changement systémique. L'idée pour la fondation BNP Paribas aujourd'hui, c'est pas seulement de réduire la pauvreté ou de réduire les injustices sociales, c'est vraiment d'essayer d'être vraiment dans les causes, de réduire les causes de la pauvreté, de réduire les causes des injustices sociales. Parmi les causes qu'on a identifiées,
je le disais un peu tout à l'heure, le système scolaire. Donc si on améliore les injustices depuis le début, depuis l'école primaire, le collège, où on voit qu'il y a des injustices qui font qu'un jeune ayant une famille plus modeste, etc., a moins de chances de réussir que quelqu'un qui a une famille, un bon logement, etc., une bonne alimentation. Si on essaye d'être à la racine des problèmes, on a déjà fait une bonne partie du chemin pour considérablement changer la donne. Moi, l'idée, ça serait merveilleux, c'est que la fondation BNP Paribas n'existe plus dans 30 ans. Je ne sais pas si ça sera possible, mais il faudrait justement qu'il y ait moins d'inégalités pour qu'on ait moins besoin de ce tissu associatif. Le problème, c'est que c'est l'effet inverse. Il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être soutenus et aidés, et que l'État, les subventions publiques ne suffisent plus. Mais comment l'entreprise, du coup, peut faire pour réduire ces inégalités ? Je crois que l'entreprise, notamment en France, a tout intérêt à miser sur le monde associatif, à créer des fondations. Moi, j'invite la plupart des chefs d'entreprise à imaginer toute forme de mécénat. Il n'y a pas que les fondations, bien sûr, mais juste un chiffre. Il faut quand même se rappeler qu'il y a plus de 15 000 fondations en Angleterre, aux États-Unis. Il y en a à peu près 5 000 en Italie, en Espagne. Je vous donne des chiffres un peu globaux, mais juste pour vous montrer qu'en France, on n'a que 2500 fondations. Donc on pourrait avoir des gens qui, dans leurs entreprises, ont un petit peu plus d'activités caritatives. Après, la fondation n'est pas la seule recette, ce n'est pas une recette miracle non plus, mais on peut avoir avec l'engagement de salariés, et on voit bien que les gens refusent les bullshit jobs, ils ont envie d'avoir plus de sens chaque jour en allant au travail, ils ont envie de se dire, voilà, si je reste 8 heures au bureau, j'ai envie au moins que ça aide et que ça participe de quelque chose qui a du sens. Donc proposer par exemple du mentorat, du mécénat de compétences à des salariés, et voir qu'eux-mêmes poussent l'entreprise à se transformer, à devenir une entreprise un peu plus solidaire, un peu plus durable. Je pense que là aussi, c'est une manière de transformer la société. On sait bien qu'en fait, le meilleur moyen de transformer la société, c'est de transformer aussi l'entreprise. Et les salariés nous aident aussi de ce point de vue-là. Absolument, les salariés sont pleinement associés, de plus en plus associés à la politique RSE des groupes. Tu parlais du mécénat de compétences et je me demandais si chez BNP Paribas, vous avez un dispositif prévu qui permet aux salariés de s'engager X jours par an sur leur temps de travail. C'est quelque chose qui est en place ? Oui, chez BNP Paribas, je pense qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui sont en mécénat de compétences chaque année. Et c'est un système qui est plutôt bien développé, comme le mentorat. Je crois qu'on est l'entreprise, le BNP Paribas est l'entreprise en France qui a le plus grand nombre de mentors, 780 je crois à ce jour. Donc du coup, c'est vrai que c'est très inspirant de voir que aujourd'hui les salariés, eux aussi, ont changé. Je pense qu'il y a eu un effet Covid aussi, où les gens sont en quête d'utilité, ils ont envie d'avoir plus d'impact eux aussi. Et c'est ce qui permet vraiment de se dire que l'accélération pourra être possible aussi en construisant de nouvelles alliances entre des salariés qui ont envie de changer, entre des chefs d'entreprise qui ont envie de changer. Il y a certes toujours des entreprises qui font du greenwashing, tout ne va pas bien, tout n'est pas forcément bien fait encore, mais je pense qu'en pratiquant ces alliances entre des salariés, des entreprises, des collectivités locales, des citoyens, des ONG, des associations et bien sûr les pouvoirs publics, tous ensemble autour de la même table, on peut aller vers cette fameuse transition sociale, environnementale qui a besoin d'un petit coup d'accélérateur. Et pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent à créer une fondation, est-ce que c'est un outil qui est facile à mettre en place ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'y prend ? Est-ce que c'est quelque chose de simple ou est-ce que... La fondation pour les nuls. Ouais, c'est un peu ça. C'est très facile. Et fondation ou fonds de dotation, le système du fonds de dotation est très facile à mettre en place. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une rencontre avec une soixantaine de chefs d'entreprise, de PME, de TI, qui souhaitaient justement créer leur fondation. Certains en avaient. Je pense que c'est assez simple et on peut être très très bien conseillé également avec la Fondation de France ou bien avec 2 organismes que sont l'Admicale et le Centre français des fondations. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de créer une fondation, c'est assez simple et ça sera surtout très bien vu par vos salariés. Je vois qu'il existe aussi de plus en plus de systèmes aussi où les collaborateurs inspirent aussi les causes. Et c'est eux qui disent la fondation devrait s'occuper de tel et tel sujet. C'est pas forcément le patron de la RSE ou le chef d'entreprise qui dit on va créer une fondation et elle va s'occuper de tel et tel sujet. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la mécanique de co-construction, que ça vienne d'en bas. Blablacar, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, a inventé un système qui s'appelle Captain Cause. J'imagine qu'il doit être sur Internet déjà, mais c'est aussi une manière pour les collaborateurs de choisir une cause qui leur tient à cœur et de faire en sorte que leur entreprise s'engage
avec leur fondation. Oui, mais Bouchra Aliouat, qui a dirigé la fondation KPMG France, qui était à ton micro il y a quelques semaines, disait en effet que la cause devait être définie en amont avec les salariés pour que tout le monde y adhère finalement et que les salariés participent pleinement à la politique de la fondation. Et je voudrais ajouter peut-être juste une phrase que j'ai entendue de la bouche de François Debiès, qui dirige l'Amicale, qui disait que le mécénat de demain serait régional et local. Et je vois beaucoup de PME en région qui ont envie de faire quelque chose, qui n'ont pas forcément, enfin même s'ils le font, mais ils n'ont pas forcément aidé Médecins sans frontières ou une énorme ONG internationale, etc. Mais ils ont envie d'aider l'école du coin, le lycée pro, une association locale qui aide les handicapés ou une association qui aide les femmes victimes de violences. Mais tout ça à un niveau vraiment à quelques kilomètres. Et je pense que c'est aussi une manière très concrète de voir de la transformation et du changement. Et on en voit plein en plus, des exemples individuels de petits patrons. Moi, je suis très, très touchée par ces associations. Il y a une association qui s'appelle Patrons Solidaires. Ça donne aussi une autre image du patronat, une autre image de ce que peut être un chef d'entreprise. Quand je vois également des boulangers qui veulent régulariser leurs salariés, qui est réfugié, qui n'a pas de papier, et qui sont prêts à se battre. Et Thierry Marx a été le premier aussi à prendre la tête de ce mouvement qui cherche à avoir une simplification administrative pour tous ces réfugiés. Voilà, il faut montrer par des exemples concrets que faire du mécénat, finalement, tout le monde peut le faire et c'est très simple et on peut le faire vraiment à tous les niveaux. Oui, c'est pas l'apanage des grands groupes. Et il y a beaucoup de causes. Oui, il y a beaucoup de causes, absolument. Question efficacité, est-ce que vous avez des objectifs pour la fondation et est-ce que vous avez des outils, un tableau de bord, des KPI pour mesurer l'efficacité de l'action de la fondation ? On a mis tout ça en place et on va s'améliorer, on va essayer d'aller vers encore plus de rigueur et d'efficacité. Aujourd'hui, de toute façon, c'est impossible de faire autrement. Il y a des exigences aussi de conformité, de compliance qui sont telles qu'il nous faut absolument être absolument exemplaires. Moi, je m'aide effectivement d'un cabinet spécialisé qui travaille aussi avec d'autres fondations. Je pense notamment au travail exemplaire qu'il a pu faire avec la fondation EPIC d'Alexandre Mars ou avec la fondation Bettencourt-Schweller. Il y a également des exemples que je tire, je m'inspire de l'étranger. On a la chance d'être un groupe international. Et quand on dit la fondation BNP Paribas, c'est en fait 10 fondations. Il y a des fondations qui existent en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, etc. Donc du coup, ça nous permet de dresser un peu une liste de best practices dans différents pays et de voir comment est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact et être très efficace et être extrêmement rigoureux dans nos choix. Après, il ne faut pas oublier non plus que la philanthropie, c'est aussi une sorte d'incubateur. On peut faire des erreurs. On peut aussi miser 5 000 ou 10 000 euros sur une association qui ne va pas forcément avoir de l'impact. Il ne faut pas se dire qu'on est efficace à tous les coups. Il faut aussi se dire que c'est le lieu de l'impossible qui ne marche pas à tous les coups. Parfois, l'impossible est possible, mais je pense qu'il faut laisser aussi cette logique d'incubation qui est propre à la philanthropie. Dans le mécénat culturel aussi, c'est très difficile de définir des KPI. On s'arrache les cheveux en ce moment avec l'équipe de la Fondation Le Pôle Culture, parce que comment définir que, effectivement, parce qu'on a mécéné telle ou telle troupe de danse ou tel artiste, il y a eu un impact, ça l'a aidé. Oui, bien sûr, il a pu monter une chorégraphie particulière, ou il a pu enregistrer un disque, mais il y a des domaines où c'est quand même un petit peu plus compliqué. Tout n'est pas toujours rationnel. Et donc, tu nous parlais de l'international. Est-ce que vous parvenez à garder une cohérence globale ? Comment l'action en fait, des différentes fondations est coordonnée ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, la coordination de toutes les fondations et du mécénat à l'international, c'est l'une de mes missions. J'y attache beaucoup d'importance parce que c'est une grande force, en fait, quand on est un groupe européen, de pouvoir s'appuyer également sur une philanthropie européenne, de ne pas agir seulement en France. C'est vraiment, là encore, une logique d'impact. Si je prends, par exemple, parce qu'on essaye d'avoir effectivement une coordination dans nos sujets, donc nos 3 priorités, que sont la jeunesse, les femmes et les réfugiés, sont vraiment déclinées partout en Europe et même aussi au-delà, puisqu'il y a une fondation qui est très, très efficace en Inde notamment. Mais du coup, je trouve que c'est très intéressant de se dire que là encore, si on est dans une logique de changement systémique, si on veut par exemple améliorer les droits des femmes, on peut le faire à la fois en France, en Espagne, en Italie, etc., dans tous les pays d'Europe, et vraiment d'être capable de se dire, voilà, dans 2 ans, il y aura
peut-être moins de femmes battues, il y aura plus de retour à l'emploi pour tant de femmes, ou il y aura plus de jeunes qui auront eu accès à l'éducation. Donc on peut vraiment augmenter notre volume d'impact. C'est une action globale. Ouais. Exactement. Et cette coordination est très importante. Elle est d'autant plus importante que nous sommes face aux mêmes enjeux, que ce soit les deux grandes conséquences, là encore, du Covid. Je pense qu'il y a quand même un avant et un après. Qu'est-ce qu'on a vu? Des fractures sociales, une augmentation des inégalités, une augmentation de la pauvreté. On a encore du mal à s'en remettre et on ne sait pas encore ce que ça va donner dans les années qui viennent. Je pense que les effets par ricochet du Covid, on va les sentir encore dans quelques années. Donc du coup, d'agir sur les injustices sociales, c'est très important. Et deuxième impact, la prise de conscience environnementale, se dire qu'il faut absolument agir en toute urgence pour accélérer cette transition environnementale. Là encore, c'est un enjeu global. Donc les enjeux sont globaux, donc raison de plus de travailler justement à cette coordination entre fondations. Michel Pebro est le président de la fondation BNP Paribas. L'engagement du groupe est donc porté au plus haut niveau de l'entreprise. Quel est selon toi le rôle du dirigeant vis-à-vis de la politique RSE du groupe et de la fondation? Parce que Michel Pebro, il est pleinement impliqué du coup au sein de la fondation. Oui, Michel Pebro est très impliqué en tant que président d'honneur de BNP Paribas et président de la fondation. C'est un pilote, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui donne aussi un peu le là, mais il est surtout un excellent conseiller. Moi, j'ai de longues discussions avec lui, régulières. Ça me fait drôle parce qu'il a été mon professeur quand j'étais à Sciences Po, donc ça me fait drôle de le retrouver là. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est important de s'appuyer sur un homme d'expertise, d'expérience, très ouvert d'esprit. Il vient à tous les spectacles de danse contemporaine, même les plus pointus. Donc en fait, malgré son âge, il est ouvert à toutes les formes de création. Et quand je lui parle par exemple de féminisme, moi je suis féministe, je lui dis je veux vraiment avoir une fondation très féministe, très écolo, etc. Donc il entend ce langage-là, il entend cette manière de parler, il entend aussi les jeunes, je pense qu'il a des petits-enfants aussi qui lui tiennent le même langage, et il est très à l'écoute de tous les nouveaux enjeux de philanthropie. Parce qu'en fait, vouloir transformer le monde, l'améliorer, vouloir réparer les injustices, c'est un tonneau des Danaïdes, c'est un puissant fond parce qu'il y a les problèmes dont nous avons parlé, évidents, mais il y a aussi des problèmes émergents. Il y a la partie immergée de l'iceberg avec des nouveaux enjeux qui risquent effectivement de devenir beaucoup plus importants dans quelques années. Je pense notamment à la fragilité de la démocratie. Je pense aux fake news. Je pense que tous ces sujets n'étaient pas du tout envisagés de la même manière il y a encore 5 ans. Les montées du populisme, par exemple, on pensait que ça allait peut-être se limiter à Trump, et puis tout d'un coup on se dit mais c'est quand même un peu partout dans le monde. Et je pense qu'il y a des enjeux comme ça qui devraient intéresser aussi les fondations, alors que pour l'instant, la plupart des fondations s'intéressent surtout à régler la pauvreté, les maladies, etc. Je prends juste aussi l'exemple du mécénat environnemental qui ne représente que 5% de la philanthropie mondiale. Donc par rapport aux enjeux, on aura beau continuer à planter des arbres et à ramasser des sacs en plastique, ça ne sera pas suffisant. 5%, c'est très peu. Ouais, donc là encore, un gros décalage. Si ceux qui nous écoutent ont envie de faire des choses, ils peuvent le faire parce qu'en mécénat environnemental, on est quand même très très loin du compte et on n'est vraiment qu'au début. Et donc on le disait, le rôle du patron de l'entreprise est essentiel. Est-ce que le choix des membres du conseil d'administration, c'est important également? C'est très important. Parce que c'est vrai que quand on parle d'ESG, on pense à écologie, environnement, on pense bien sûr au social. Et puis le G, il est un petit peu oublié. En plus, moi, je le mettrais bien au début, en fait. La gouvernance, c'est le début de tout. Donc, comment on fait pour faire en sorte qu'une fondation puisse avoir un maximum de légitimité et d'efficacité? Il faut qu'effectivement, il y ait un conseil d'administration avec des experts. Et aujourd'hui, la philanthropie, c'est quand même un domaine d'expertise. Et plus on aura des gens d'univers très différents, plus effectivement cette gouvernance pourra fonctionner de la meilleure manière. Et je tiens beaucoup aussi, bien sûr, à la parité et à la diversité des personnalités qu'on peut installer dans un conseil d'administration. Les expériences passées que j'ai pu avoir, notamment au Pass Culture, m'ont montré que ça ne sert à rien de décider pour des autres si on ne les intègre pas à la décision. Donc, dans le comité stratégique du Pass Culture, j'avais créé une espèce de shadow cabinet, un peu comme Maud Bailly d'ailleurs a fait chez Accor, avec des jeunes qui ont demandé régulièrement leur avis. Là, j'aimerais beaucoup l'année prochaine installer un conseil des jeunes pour aider justement les décisions de la fondation, puisque très souvent on se pose des questions sur l'avenir de la jeunesse et comment les aider le mieux possible. Donc le mieux, c'est de les intégrer. De la même manière,
On s'occupe beaucoup de la question des réfugiés. C'est une priorité chez BNP Paribas. On essaye là encore, dans tous nos panels, dans les colloques, dans tout ce qu'on organise, les tables rondes, on essaye toujours de donner la parole à des réfugiés et de les intégrer même dans des instances de gouvernance. C'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas dans toutes les associations d'aide aux réfugiés que l'on soutient. Il y a toujours des réfugiés qui sont membres du conseil d'administration. D'accord. Et on parlait de la jeunesse, hein. On sait que les salariés en général et la jeune génération en particulier ils sont en quête de sens. Est-ce que tu penses que la fondation et les actions qu'elle soutient jouent un rôle important dans la fierté d'appartenance à l'entreprise et dans l'envie de rejoindre l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu constates au quotidien? C'est un peu tôt, mais je ne suis là que depuis 1 an et demi, mais je reçois des mails où effectivement le mot fierté apparaît. Donc c'est vrai que ça me fait très plaisir. Je le vois aussi dans les yeux des collaborateurs quand je leur explique ce que fait tel et tel chercheur en ce moment, ou quand je leur parle du travail d'une responsable d'association, ou de ce que fait par exemple Anne-Cécile Meffer, que j'apprécie beaucoup à la Fondation des femmes. Et on est là, nous aussi, très fiers. La fierté, elle est des deux côtés. Nous aussi, on est très fiers de toutes ces associations qu'on soutient. Et pour ce qui concerne l'attractivité des talents, c'est le sujet quand même numéro 1 de beaucoup de grandes entreprises. Absolument. Donc je pense qu'effectivement, bien sûr que la Fondation a son rôle à jouer. On n'est pas les seuls, mais c'est vrai que si on peut être, c'est un souhait, si on peut être un lieu d'attractivité, un motif de rejoindre une entreprise, pourquoi pas? Et j'ai envie de dire, moi j'ai fait le grand saut, je suis passée des médias à la philanthropie parce que j'avais envie d'être plus utile, d'avoir plus d'impact. Donc moi j'ai été vers ce qui me semblait être une des fondations les plus efficaces en ce moment en France. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça très attractif. La personnalité d'Antoine Cyr aussi, je l'ai trouvé particulièrement atypique. Moi, j'aime bien les gens qui ont des chemins de traverse. Donc, quelqu'un qui est capable d'écrire des livres sur le cinéma, d'avoir été DIRCOM et de faire de l'engagement une priorité placée à un niveau stratégique au niveau du COMEX, j'ai trouvé ça quand même plutôt original par rapport à d'autres fondations plus classiques. Donc, voilà, si ça a joué pour moi, ça pourra jouer certainement pour d'autres. Et j'ajouterais juste que quand je vois un peu autour de moi ceux qui ont fait d'autres changement de vie. Je pense à Benoît Hamon, qui est passé chez Singa, qui a quitté la politique. D'une autre manière, voilà, Cécile Duflot. Mais je pense qu'effectivement, on est quelques-uns à avoir fait des opérations comme ça, un peu de changement de trajectoire qui sont décisives et qui peuvent être des exemples aussi pour ceux qui se questionnent sur l'attractivité. Ouais. Alors, dernière question avant de passer à la deuxième séquence. Quelles sont selon toi les clés d'une politique de philanthropie réussie? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que ce sont les moyens financiers? Est-ce que c'est avoir des idées? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires? Je dirais 2 choses, l'audace et l'innovation. C'est pas du tout une question de moyens. La philanthropie, si elle veut être efficace, c'est pas une question de millions, de milliards, etc. Bien sûr qu'on aimerait tous avoir la même dotation que la Fondation Gates. Mais je vois qu'avec, par exemple, notre programme Projet Banlieue, avec 2 000 €, 3 000 €, parfois 5 000 €, on arrive à changer la vie des associations, on arrive à changer la vie d'un quartier et améliorer la vie quotidienne d'hommes, de femmes, tous les jours. C'est moi ce qui me donne envie de me lever le matin. Et je sais qu'on peut le faire, même avec des petites sommes, ce qui peut sembler en tout cas être des petites sommes. Mais en revanche, avoir beaucoup d'idées, avoir de l'audace, de se dire qu'effectivement on peut faire les choses d'une certaine manière, et même si on ose le faire comme ça n'a jamais été fait, c'est ça en fait le moteur. Le moteur de la vraie philanthropie, c'est celle qui est audacieuse, qui ose aller justement vers les chemins de traverse, aller là où personne ne va. Et l'innovation sociale est au cœur effectivement de l'action de beaucoup d'ONG, d'associations, d'acteurs du changement. Et je pense que c'est très, très efficace. Ouais. C'est ça les clés de la réussite. Tu parlais de Projet Banlieue, c'est ça? Tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Projet Banlieue, c'est un programme qui a été créé par la Fondation BNP Paribas depuis 16 ans et qui aide chaque association dans beaucoup de quartiers à améliorer la vie quotidienne et notamment le vivre ensemble dans un quartier. D'accord. Voilà. Merci Isabelle. On va passer à la séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre 2 choses et il est interdit de répondre à les 2, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors c'est parti. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche. Côte de bœuf. J'ai hésité, hein, ça ouais, parce que le bain c'est quand même très agréable, mais douche, non, ça fait plus écolo. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Ouais. Côte de bœuf ou tofu? Tofu, c'est pas mal, hein. Non, j'aime bien la côte de bœuf, mais facilement la viande rouge maker, donc tofu.
Plage ou piscine? Oh, la plage, les plages de Sicile. Avion ou train? Ah, j'adore le train, ça permet de rêver. Arrondi en caisse ou pourboire? Ah, j'aime bien l'arrondi en caisse, mais je trouve que laisser un pourboire, c'est un geste parce qu'on peut laisser des gros pourboires. Et voilà, pour avoir été, voilà, pour savoir ce que c'est que le métier de serveur, serveuse, je sais que c'est important. Gourde ou bouteille d'eau? J'ai une gourde, mais que j'utilise pas tous les jours. Réunion en présentiel ou en distanciel? En présentiel, absolument. Ouais, le contact humain. Ouais. Livre ou liseuse? Je déteste les liseuses, je déteste les écrans, donc je ne suis pas encore très très bien adaptée à mon époque, mais je vous rassure, j'ai quand même un ordinateur, un téléphone portable que j'utilise sans modération, mais j'adore lire, goût du papier. Corner les pages, prendre des notes, ouais, vraiment. Je comprends pleinement. Journaux papier ou tablette, du coup? Journaux papier, je fais beaucoup de bruit dans le lit, je me fais engueuler par mon mari qui trouve que je fais du bruit en tournant les pages, mais non, j'assume. Séquence numéro 3 qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de l'action de la Fondation qui a changé la donne pour le groupe? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues? On a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent, donc on est vraiment sur un échange de bonnes pratiques en fait pour cette séquence. Moi je dirais devenez mentor. Je pense que le mentorat, comme le dit très bien Antoine Cyr, ça rend l'entreprise meilleure, mais ça rend aussi les gens meilleurs. Ça nous change du tout au tout. Moi, j'ai eu la chance de mentorer quelques jeunes et c'est vraiment un bénéfice aussi. Pour moi, c'est très égoïste parce que d'abord, on passe du temps avec un jeune, il nous apprend plein de choses, on rencontre quelqu'un qui est dans un autre univers que le nôtre. Donc, le mentorat, c'est vraiment quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps. En général, c'est 2 fois par mois, un coup de fil, une sortie au cinéma. Voilà, c'est pas du tout du soutien scolaire. C'est vraiment une relation avec un jeune. Si on a la chance de l'avoir perduré, de rester en contact avec lui pendant 2-3 ans, on est en contact avec lui pendant les années extrêmement décisives. Vous voyez, si on est avec un jeune qui est en 5e, 4e, on le suit jusqu'au bac, il obtient son bac, il fait ses études, il part. Moi, je suis une passionnée de l'adolescence. J'ai eu la chance d'animer une émission pendant 2 ans sur l'adolescence. C'est extraordinaire, cette période où tout peut se passer, tout peut arriver. Et j'adore les ados parce qu'en fait, ils vivent les choses à 400%. Ils sautent sur le lit en l'air. Quand ils sont joyeux, ils sont très joyeux. Quand ils sont tristes, ils s'effondrent en sanglots. Je suis d'origine méditerranéenne et c'est vrai que ce côté un peu vivre sa vie à 400%, je me sens très proche des ados. Et du coup, les accompagner avec le mentorat, dont on voit très vite les bénéfices, c'est une recommandation, si tant est qu'on puisse faire des recommandations. Et c'est important de dire que c'est souvent certaines personnes s'en font une image qui n'est pas exacte dans la mesure où elles voient ça comme quelque chose de très contraignant, très chronophage. Ce n'est pas le cas. Tout le monde peut être mentor. Voilà, tout le monde peut être mentor. Il n'y a pas que les absolument. patrons. Les patrons doivent être exemplaires. Je pense que c'est important de mettre des gens qui sont mentors dans tous les comex. Il y avait une décision à prendre, ça pourrait être celle-ci. J'avais aussi un jour dans une interview suggéré qu'il y ait un artiste dans tous les comex parce que je pense que ça change aussi les points de vue. Alors c'est plus facile de dire à tous les membres du comex d'être mentor. Et effectivement, tout le monde peut le faire et c'est assez facile. Et on en tire vraiment beaucoup de bénéfices. Absolument. Alors, ce podcast touche à sa fin. Isabelle, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. En 1 minute, tu nous dis ce que tu veux. J'avais pas préparé ça. Malgré les conseils d'Indira. En 1 minute. Ou 30 secondes, ce que tu veux. Le message. En 1 minute, je voudrais inviter tout le monde à rêver. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on a de moins en moins la possibilité de rêver. Pendant de longues années, pendant plus de 12 ans de ma vie, j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine. Donc j'avais accès à cet autre monde que je trouve formidable, qui est le monde de l'imaginaire, d'être dans la tête d'un artiste et pendant 1h30, 2 heures, d'être au cinéma. C'est un grand plaisir. C'est aussi parfois douloureux parce qu'il y a des cinéastes qui aiment nous bousculer, nous choquer. Mais allez au cinéma, donnez-vous le temps de rêver, allez dans les musées.
c'est pour moi absolument essentiel. Donc je n'ai pas de conseils à donner à personne, je me sens pas légitime, mais si vous avez un tout petit peu la possibilité, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a tellement de raisons de s'angoisser, n'hésitez pas. Je pense qu'effectivement, ça donne des raisons de vivre en tout cas. Merci beaucoup Isabelle, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci pour tes conseils, merci pour ta vision. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Mathieu Richer, pour Casino. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.